Bonjour à tous. Mon invité du jour est un journaliste et homme politique français. Il a un parcours très riche dont on va retracer les principales étapes ensemble aujourd'hui. Bonjour Jean-Marie Cavada. Bonjour à vous tous dans la région. Donc vous commencez votre carrière journalistique en 1960 à la RTF. Qu'est-ce qui vous a conduit dans cette voie? Je me destinais d'abord à être avocat, mais quand on est un enfant d'assistance publique élevé dans la montagne vosgienne par des gens très pauvres et qu'on commence à travailler dès l'âge de 14 ans à peu près pour essayer de compléter les moyens de subsistance, on n'a pas la cuillère en argent, donc c'est loin d'être avocat. Je commence à cette époque quand même à essayer d'assister à des procès. Je me souviens très bien d'avoir assisté à des procès où il y avait notamment un avocat que personne ne connaît plus, mais dont je vais vous citer le nom, ça pourra toujours faire plaisir à sa famille, Maître Georges Isard, et ça me plaît. Mais bon, c'est un peu trop loin de mon milieu social, évidemment, qui est extrêmement pauvre, et donc je me tourne petit à petit vers l'idée que le journalisme, ce serait formidable. Mais là encore, j'ai pas la cuillère en argent. Je connais le bureau de l'Est républicain à Saint-Dié-des-Vosges où je fais mon lycée. Je pousse la porte, ils me disent en gros que c'est très bien et tout, et puis qu'il faut envoyer une lettre à la direction à Nancy, puis qu'on verra. Et donc on ne voit jamais. Et dans ces conditions, j'ai compris, et je me dis, je vais aller vers l'enseignement. Mais quand j'arrive à la fac à Nancy, j'ai besoin d'argent. J'écris à 3 endroits. J'écris à la Poste, dont j'attends encore la réponse d'ailleurs. J'écris au journal L'Est républicain qui me répond, mais après les vacances. Et puis, j'écris à la station de radio locale en leur disant que je peux tout faire, tout ce qu'ils veulent, y compris le jardin s'ils veulent. Le directeur me répond, venez me voir. 10 jours après, je vais le voir. Et il me dit, écoutez, votre spontanéité, je sais pas quoi, m'intéresse. Vous allez trier le courrier des auditeurs, je vous dirai ce qu'on en attend. Et j'ai commencé ma brillante carrière, entre guillemets, par trier le courrier des auditeurs. Après, je suis monté en grade, j'ai trié les disques. C'est là où j'ai pu enrichir ma culture musicale, classique, jazz, variété française notamment. Et ça a commencé comme ça. Ah, super. Ensuite, il y a la présentation des journaux télévisés sur différentes chaînes. C'est un exercice que vous avez apprécié? Alors d'abord, je suis petit à petit, je fais des remarques sur les émissions que j'entends. Je suis un peu fier d'être littéraire, avoir une petite culture économique. Et à la fin, quelqu'un me dit, puisque tu as des idées, t'es malin, écoute, fais-nous une maquette. Je fais une maquette, ça leur plaît, je commence les émissions l'été, pendant que je fais ma fac. Et le soir, à la reprise de la fac, je vais trier mes disques dont je vous ai parlé tout à l'heure dans la discothèque de la station locale de ce qui est devenu plus tard FR3, Lorraine-Champagne, à Nancy. Puis ensuite, je vais à Strasbourg, puis ensuite, je vais à Lausanne parce que je multiplie les poids de travail. Et puis, petit à petit, je deviens journaliste. À Strasbourg d'abord, puis à France Inter, où on m'appelle pour m'occuper des affaires européennes. Parce qu'à Strasbourg, mon patron m'avait dit on va te donner les affaires européennes parce que franchement, ça n'intéresse personne. Il faut que quelqu'un les fasse quand même parce que c'est important. Donc c'est pour toi. Et je suis arrivé à Paris, à France Inter pour m'en occuper, puis ensuite à la deuxième chaîne de télévision pour m'occuper de politique étrangère et notamment d'affaires européennes. Et en même temps de présenter les journaux télévisés, ça a été une expérience formidable parce qu'on apprend à écrire, et on a une connaissance de l'actualité et une grande exigence, puisque mon patron, c'était M. Pierre Sabac, qui n'était Ah pas un oui, rigolo oui. sur la qualité, c'était pas un rigolo, il fallait vraiment être sérieux. Les conférences de débriefing après le journal, vers 20h45, je peux vous dire qu'on n'en menait pas large. Oui, Voilà. on imagine. Donc il y a une date très importante dans votre parcours, c'est 1987 où vous lancez l'émission La Marche du siècle. Vous imaginiez pas en fait qu'aujourd'hui encore cette émission serait citée en exemple pour la qualité de sa programmation et de ses débats? Ce qu'on salue, c'est le mérite de mon équipe essentiellement, un peu le mien, mais beaucoup le leur, c'est-à-dire une grande exigence de recherche de qualité. Cette émission est née avec une anecdote très importante. Je travaillais quelques jours par mois aux États-Unis à l'époque pour aider une grande chaîne américaine, à installer ses bureaux en Europe. Et un jour, un ami qui vivait à New York m'emmène à Bethesda, le grand hôpital et le grand centre universitaire de New York, et dit il faut que tu viennes là. Il y a une conférence sur une maladie que personne ne connaît et c'est vraiment très important. Elle sera tenue par ce qu'on appelle le CDC, c'est-à-dire le Centre de détection des pandémies Mhm. d'Atlanta. Et ils viennent à New York à une conférence. Et j'assiste à un spectacle extraordinaire. Les patients sur scène en savent plus que les médecins et les chercheurs sur la maladie. Cette maladie, c'est le VIH, le sida. Ah oui. Et là, j'ai pris la décision que si je refaisais une émission un jour, les personnalités qui vivent un problème
se partageraient le temps d'antenne avec les spécialistes censés les traiter. Et l'idée de la marche est née comme ça. Donc grande émission. Après, donc en 1994, vous participez à la création de la 5e, donc une nouvelle chaîne de télé consacrée au savoir, à la culture, à la formation, l'emploi. C'était un beau challenge. Oui, je voulais ça parce que vous trouverez dans les archives, et les gens s'en souviennent sans doute, en 1987, j'ai été directeur de l'information des 3 chaînes successivement, et même de RTL. Et puis, en 87, je démissionne de la direction générale parce que la réaction contre les privatisations, c'était on ne se bat pas suffisamment et je n'accepte pas ça. Donc, je propose à mon patron de monter une émission. Et il y a une dérive qui est la marche dont vous avez parlé. Et il y a petit à petit une dérive qui s'installe dans le service public qui commence à singer, à suivre, à cavaler derrière TF1. Oui. Et donc, je décide de proposer au gouvernement, c'était Jacques Lang à l'époque, c'était en août 1992, de faire une chaîne là où la 5e commerciale de Berlusconi, Lagardère et Hersant venait d'échouer et libérer un canal. Mais il y a les élections qui arrivent. Eh oui. Jacques Lang demande une fréquence à ce qui était à l'époque le CSA. Ces braves gens courageux mais pas téméraires lui refusent la fréquence. Et il y a les élections de 93 qui arrivent. Édouard Balladur est nommé Premier ministre et il trouve dans les tiroirs du ministère de la Culture mon projet de chaîne de découverte et de culture et de formation que vous avez décrit. C'est comme ça que je suis président fondateur de ce qui est devenu France 5, qui s'appelait la 5e à l'époque au démarrage. Oui. Donc à partir de 1998, vous présidez Radio France. Votre passage à la tête de la Maison Ronde n'a pas été de tout repos. Ni là ni ailleurs. Vous savez, quand on veut réformer les choses, au fond, ça a toujours été la passion de ma vie. Alors ça s'est à la fois très bien passé, puis à la fois il y a eu des bagarres. Hein. Il a fallu faire bouger le système. Mais en même temps, c'était quand même sous mon mandat que France Info était première radio de France. Donc en 2004, il y a la politique. Vous êtes élu député européen, donc ça durera 15 ans. Très actif et influent. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cette expérience ? Je vais vous dire une chose. D'abord, je ne suis pas vraiment entré en politique, je suis entré dans les affaires européennes. Oui. Je suis un homme du centre-gauche. Un de mes meilleurs amis dans la vie, c'était Michel Rocard. Et je pensais que je connaissais l'Europe. En fait, je ne connaissais rien. J'ai tout appris à l'intérieur. Je ne savais pas ce que c'était que fabriquer une loi, comment il faut entendre les professionnels qui vont être concernés par une loi, comment il faut ne pas négliger de recevoir quelques lobbies, mais faire attention de ne pas en être prisonnier, jamais recevoir tout seul. Et j'ai l'impression, vous savez, que ceci était dans la droite ligne de tout ce qui a été ma vie, un enfant de l'assistance publique, un enfant élevé par l'école publique, un enfant dont l'éducation a été assurée et la culture a été assurée par l'argent public. Et donc là, au fond, je continuais ma mission publique. J'ai adoré ces années, mais elles étaient éreintantes et je me suis battu surtout, comme vous le savez, pour les lanceurs d'alerte, pour les droits d'auteur, pour défendre les droits de la presse et un certain nombre d'autres choses de ce genre qui sont en réalité des ingrédients nécessaires à la démocratie. En 2007, donc pour la présidentielle, vous faites partie de l'équipe de campagne rapprochée de François Bayrou. Il y a eu un bel espoir qui a été un petit peu douché par les résultats et puis la direction prise après les élections qui, selon vous, n'allait pas dans le bon sens. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Vous avez résumé exactement le parcours. François Bayrou, en 2007, termine avec 18,5% des voix, c'est pas rien. Et il refuse de faire un accord avec Sarkozy, alors que l'accord aurait pu, comment dirais-je, influencer la politique de Sarkozy sur l'Europe, notamment, plus d'Europe, et sur la décentralisation en France. Vous voyez que 13 ans plus tard, c'est revenu à la mode. On parle à nouveau de décentralisation actuellement avec le nouveau gouvernement français. Plus de répartition sociale, c'est-à-dire faire en sorte que la richesse ait une clé de répartition qui soit meilleure. Et enfin, la dernière chose, commencer à rembourser la dette. Il n'y a pas un de ces thèmes qu'il faille retirer de l'actualité. C'est encore aujourd'hui d'actualité. Donc, comme il ne voulait pas travailler avec le président élu, eh bien, moi, je suis parti. Et en effet, j'ai commencé à ouvrir là des mouvements citoyens, notamment 2 mouvements citoyens. Nous, citoyens d'abord et Génération Citoyens ensuite. Alors, dernière question, Jean-Marie Cavada. Quelle est votre vie actuellement J'ai appris au Parlement européen, notamment dans le dernier mandat que j'ai fait, puisque j'en ai fait 3 entre 2014 et 2019, combien la question de la protection des individus, des données personnelles, des données économiques aussi que les entreprises possèdent. Et quand elles en sont dépouillées, elles perdent évidemment de leur influence économique et de la production de la richesse. Combien tout ça était important. Nous avons donc créé avec
des associés de l'Institut de recherche juridique de la Sorbonne et un certain nombre de grandes boîtes, un institut qui s'appelle Institut des droits numériques fondamentaux. Et notre but à nous, c'est de produire, de moderniser la loi pour qu'on puisse se servir de la loi pour se défendre contre le pillage de nos données ou le pillage économique, le pillage des données économiques. Eh ben, on vous souhaite pleine réussite dans ces projets et c'était un plaisir de vous avoir dans cette émission. À bientôt, Jean-Marie Cavada. Merci de votre gentillesse et de votre accueil et un salut respectueux et amical à tous ceux qui vous écoutent.